Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, droit d'auteur, doit-on marquer les œuvres à la culotte ? Vous êtes musicien, vous avez envie de percer dans le milieu. Ce soir, c'est la fête de la musique et c'est peut-être la chance de votre vie. Soit parce qu'un producteur passé par hasard devant votre prestation et épaté par la qualité de vos compositions va vous faire signer un gros contrat. Soit parce que dans le public, quelqu'un va vous filmer avec son smartphone, va publier la vidéo sur YouTube, laquelle va faire le buzz et vous valoir des millions de vues. Quelques jours auront passé, vous voilà donc désormais célèbre, mais pas riche pour autant, car en dépit du nombre plus que conséquent de clics, la plateforme sur laquelle circule votre musique vous rémunère à peine. Mais heureusement, les choses vont bientôt changer. Le Parlement européen est en effet en train d'adopter une directive sur le droit d'auteur, directive qui vise à mieux rémunérer les créateurs de contenu. La Commission des affaires juridiques du Parlement l'a adoptée hier. Est-ce une bonne nouvelle ? Eh bien, pas pour tous les créateurs. Certains dénoncent en effet un des articles de cette directive, l'article 13. Celui-ci prévoit la mise en place de filtres automatiques sur les plateformes numériques pour détecter les contenus qui relèvent du droit d'auteur, avec la possibilité d'effacer les œuvres qui enfreindraient ce droit. Les parodies, remixes et autres reprises pourraient ainsi faire les frais de ce contrôle automatisé, réduisant d'autant la liberté de création, alors que l'objectif initial est bien de la protéger. Alors, droit d'auteur, doit-on marquer les œuvres à la culotte ? C'est le titre de ce soir, en compagnie de trois invités. Léa Charamboncel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice, vous faites de la photo, vous publiez notamment une série de podcasts intitulée Place du Palais Bourbon, et vous êtes membre du mouvement Create Refresh, qui fait campagne contre cet article 13 que j'évoquais de la directive européenne sur le droit d'auteur. Je précise que c'est un mouvement qui a été lancé par des ONG et par des organisations de la société civile. Pour discuter avec vous, David El-Sayegh, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de la SACEM. La SACEM, c'est une des grandes sociétés d'auteurs en France, société des auteurs, éditeurs et compositeurs de musique. Et vous y êtes en charge notamment à la SACEM de la direction juridique. Et puis troisième invité, Séverine Dussolier, bonsoir. Bonsoir. Juriste, spécialiste des questions de droit d'auteur. Vous êtes professeur à l'école de droit de Sciences Po et cofondatrice de la European Copyright Society. En un mot, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un groupement d'une quinzaine, vingtaine de professeurs du droit d'auteur en Europe qui se sont regroupés pour émettre des avis sur les évolutions du droit d'auteur en Europe. Alors faire là, entendre la voix des professeurs. Voilà, c'est une société qui va avoir l'occasion de revoir un petit peu justement ses avis, parce que c'est en train de bouger. J'ai presque envie de dire, Séverine Dussolier, c'est en train de bouger enfin, parce que cette directive des droits d'auteur, elle vient de loin, peut-être pas exagéré, mais enfin en tout cas, ça fait déjà quelques années qu'on l'évoque. Alors en fait, pour le moment, le droit d'auteur à l'échelon européen est régi principalement par une directive qui date de 2001, donc quelques années après l'émergence d'Internet comme un média public. Donc 2001, Google n'existait pas, YouTube n'existait pas, Facebook n'existait pas, les smartphones n'existaient pas. Donc vous imaginez combien le cadre juridique peut sembler peut-être un peu dépassé, un peu ringard. Et donc, ça fait plusieurs années que la Commission européenne essaye d'intervenir. Et contrairement à ce qui avait été fait dans cette première directive, je pense que l'objectif réel était de développer le marché européen, donc de permettre à des opérateurs économiques de proposer des œuvres sur Internet en accord avec le droit d'auteur pour rémunérer les auteurs, mais de le faire de manière plus efficace que c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, d'essayer d'enlever les barrières. Alors, les textes qui étaient proposés il y a quelques années allaient dans ce sens-là. Le texte qui est en train d'être discuté au Parlement, et qui mènera peut-être à une directive dans les mois qui viennent, est un texte un peu fourre-tout dans lequel il y a plusieurs dispositions et plus tellement, on s'est un peu éloigné de l'objectif initial de favoriser l'exploitation des œuvres sur Internet. L'objectif aujourd'hui, c'est peut-être quoi ? De mieux réguler et de mieux harmoniser et rémunérer les créateurs, David El-Sayegh ? Oui, c'est un peu l'objectif, mais peut-être pour comprendre où l'on va, il est nécessaire de faire un retour sur d'où l'on vient. Et Madame Dussolier l'a très bien expliqué, il y avait d'abord une directive de 2001, dont l'objectif était d'accorder des droits aux créateurs sur Internet, mais en parallèle, il y a eu une autre directive très importante à la même époque, qui est la directive commerce électronique, qui a organisé un système d'irresponsabilité pour les prestataires techniques de l'Internet. Et je dirais que ces directives coexistaient pacifiquement jusqu'au moment où certains acteurs de l'Internet
qui n'étaient pas de simples intermédiaires techniques, qui étaient en réalité de véritables diffuseurs, YouTube, SoundCloud, Dailymotion, pour les citer, quelques-uns d'entre eux, sont devenus donc des véritables diffuseurs. Et là, on a eu une problématique très forte pour les créateurs, c'était comment mettre en œuvre nos droits vis-à-vis d'entités qui bénéficiaient d'un régime d'hypo-responsabilité et qui ne contractualisaient pas des accords avec les créateurs. D'où cette difficulté de trouver un point d'équilibre entre des revendications légitimes de la part de créateurs et un système vis-à-vis d'entités qui n'étaient pas de simples prestataires techniques, pas des hébergeurs, qui étaient plus que des hébergeurs, mais pas forcément des éditeurs au sens traditionnel, comme peuvent l'être une chaîne de télévision ou une radio. Donc voilà, c'est ça l'objectif aussi qu'entend poursuivre la directive. Et ces entités, justement, David El-Sayed, qui sont plus que des hébergeurs, mais pas tout à fait des éditeurs au sens juridique du terme, est-ce qu'elles en sont toujours à ce point, ou bien est-ce que certaines, quand même, ont commencé à contractualiser avec les créateurs ? Alors, on n'a pas attendu le projet de directive pour avoir des relations contractuelles avec ces nouvelles entités. Et par exemple, une société comme YouTube, ça fait plus de 10 ans qu'on a un accord avec ces sociétés. On a signé un accord avec Facebook, on a signé un accord avec SoundCloud. Donc, il existe des accords. Mais malheureusement, ces accords sont insuffisants parce que les règles qui les régissent dépendent de la volonté de ces plateformes pour qui nous sommes de simples créateurs. Bien comprendre que quand vous négociez avec un GAFA, c'est-à-dire une grande société américaine, et que vous représentez des créateurs français, vous n'êtes qu'une petite province dans une stratégie internationale et que vous êtes souvent laissé pour compte. D'où la nécessité, dans un rapport par nature déséquilibré, de réintroduire un dispositif permettant de mieux faire valoir les prérogatives des créateurs. Léa Chamboncel, donc vous qui êtes créatrice, qui pouvez avoir par exemple certaines de vos œuvres qui se retrouvent sur ces plateformes, pas forcément d'ailleurs à votre insu, peut-être aussi parce que vous avez intérêt à être visible. On va beaucoup parler de YouTube ce soir parce que c'est vrai que c'est la principale plateforme à laquelle on pense, mais est-ce que vous partagez déjà ce constat d'une relation assez déséquilibrée et de la nécessité en tout cas de revoir les relations qu'il peut y avoir entre ces diffuseurs, que sont quand même les plateformes numériques, et ceux qui les alimentent, notamment les créateurs? Alors oui, effectivement, je pense que la problématique est celle-ci. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une autre problématique qui est celle de la régulation des plateformes. Et on a parfois le sentiment qu'à travers cet article, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Alors attends, on parlera de l'article plus tard, si vous voulez bien, de l'article 13. Mais simplement déjà sur la philosophie générale et sur l'idée que quand on crée des œuvres et qu'on les diffuse sur une plateforme comme YouTube, on n'a peut-être pas un traitement suffisamment équitable, en tout cas qui permet par exemple d'être rémunéré à la hauteur de ce qu'en retirent ces plateformes. Alors à mon avis, ça dépend aussi de quel type de créateur vous êtes en quelque sorte. Si vous êtes effectivement un créateur très établi, je comprends qu'on ait envie d'essayer de retirer de l'argent de ce travail qui est fait et qui permet, nous on n'est pas contre le droit d'auteur, hein, ça permet quand même aux auteurs d'en vivre. La question du copyright en revanche, je pense que ça ne doit pas non plus être un frein à la création. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je n'avais pas eu l'opportunité de pouvoir poster effectivement ce que j'ai créé tant sur SoundCloud ou sur YouTube, ce qui serait la réalité demain avec l'adoption de l'article 13, car ça viendrait être bloqué en amont, c'est-à-dire que je n'aurais même pas eu la possibilité d'avoir la chance de mettre mon travail et de pouvoir le partager avec mon audience, c'est-à-dire que je n'aurais pas été connue en fait, tout simplement, ça aurait été quand même très compliqué. Donc je pense que la question dépend aussi de comment on se positionne. Pour des petits artistes... Ça veut dire que pour vous, finalement, ces plateformes-là, elles sont plus intéressantes en termes de notoriété qu'en termes de rémunération. C'est-à-dire vous n'attendez pas forcément de rémunération. Alors, si, la question de la rémunération peut se poser, mais en tout cas, moi... je parle en ce qui me concerne, ce n'est pas une priorité à ce stade. La priorité à ce stade, c'est d'arriver à me faire connaître, tout simplement. S'agissant alors de la rémunération, je trouvais un article sur le Journal du Geek, qui est un magazine en ligne qui date de janvier 2018, donc assez récent, qui s'intéresse aux rémunérations. Alors c'est au niveau américain, hein, au niveau des États-Unis, et où on trouve alors sur les 10 principales plateformes qui diffusent en l'occurrence de la musique. La première, c'est Groove Music, je ne connaissais pas. Et alors à chaque audition, je sais pas comment dire, écoute d'un morceau, voilà, à chaque écoute d'un morceau, l'auteur va toucher 0,0273 $.
Le 10e, c'est YouTube. À chaque écoute, 0,00074 $. Donc, Séverine Dussolier, est-ce que déjà, du point de vue de la rémunération, il y a de vrais déséquilibres entre les plateformes? Et c'est ce que la directive européenne sur le droit d'auteur vise aussi peut-être à rééquilibrer ça et à ce que celles qui sont peut-être les plus populaires rémunèrent un peu mieux les auteurs? Alors, la directive ne va pas vraiment essayer d'amener une égalité dans le niveau des rémunérations, mais elle essaye de mettre tous les opérateurs sur le même plan. C'est vrai qu'il peut paraître extrêmement injuste que des plateformes telles YouTube qui exploitent des œuvres protégées. Donc, il faut quand même savoir que chaque minute, il y a des centaines d'heures qui sont postées sur YouTube avec de la publicité. Donc, YouTube se rémunère au passage du flux d'internautes qui vont le visiter. Donc il y a des flux monétaires qui sont créés qui ne reviennent pas aux auteurs, ou un peu avec les accords que les titulaires de droit arrivent à négocier avec ces plateformes. En revanche, on a d'autres opérateurs tels Deezer, Spotify, qui eux jouent le jeu et rémunèrent les auteurs. Donc il y a à la fois une injustice pour les créateurs qui ne sont pas rémunérés alors que ces plateformes se rémunèrent très grassement, et aussi une injustice par rapport à des concurrents économiques qui, eux, rémunèrent les auteurs. Donc il y a là plusieurs gaps, ou value gap, comme on en a parlé au niveau européen, que la directive essaye de combler. Ensuite, sur la manière dont les rémunérations vont réellement arriver chez les auteurs, c'est un autre débat sur lequel, par exemple, la France a agi par rapport aux plateformes de streaming de musique. Mais la directive ne donne que le moyen aux auteurs de négocier leurs droits. Elle ne leur donne pas de garantie qu'ils obtiendront une rémunération juste. Léa Chamboncel. Excusez-moi, je voulais juste intervenir. Effectivement, la question de la pluralité des plateformes, c'est une question assez intéressante. Et souvent, on met en avant un monopole qui est un fait, d'un certain nombre de plateformes déjà très bien établies, dont on a déjà cité le nom. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Le problème du système qui est aujourd'hui envisagé, c'est qu'il risque en fait de renforcer la centralisation du web au profit de ces plateformes-là qui ont, elles, les capacités de mettre en place ce type de filtrage. Car il faut savoir que ça coûte énormément d'argent et que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement des petites plateformes émergentes qui auraient la volonté, imaginons, de mieux rémunérer les auteurs qui n'auront pas la capacité de venir sur ce marché qui est déjà complètement saturé et qui demain sera parfaitement centralisé au profit des grosses plateformes qu'on vient de citer. Alors le système de filtrage, on va y arriver dans un court instant, ça fait partie effectivement de la discussion, mais pour qu'on comprenne bien le cadre, je retarde encore un tout petit peu, si vous le voulez bien, le débat juste sur ce sujet. Je voudrais d'abord vous poser une question, David El-Sayeg, et après, promis, on arrive sur cet article 13. Mais par rapport à ce que disait Séverine Dussolier, donc ces plateformes, dont YouTube notamment, qui captent effectivement cette production sans rémunérer très bien, c'est un euphémisme, ceux qui produisent, ceux qui sont les créateurs. Mais personne n'oblige les créateurs à aller sur ces plateformes. Pourquoi, par exemple, quand on est un musicien, on ne se contenterait pas de proposer sa musique sur Deezer, sur Spotify, puisqu'il y a des accords, et de ne pas la proposer sur YouTube? Est-ce que c'est tellement puissant aujourd'hui qu'on ne peut pas faire autrement que d'y être? C'est tellement puissant qu'on ne peut pas faire autrement d'y être. Et vous avez raison, il y a deux problématiques en réalité. Il y a une problématique d'exposition, et on a besoin de cette plateforme quand on est un artiste pour se faire connaître. Mais indépendamment de l'exposition, vous avez une problématique de rémunération. Et parlons bien, et parlons chiffres. Moi, je vais vous donner 2 chiffres. Quand vous faites 1 million de vues de stream sur YouTube, la SACEM vous donne 80 €. Quand vous faites le même nombre de streams sur Spotify ou Deezer, vous touchez environ, ça dépend des services, à peu près 1 000 €. Donc on est dans un rapport de plus de 1 à 10 en termes de rémunération. Un autre chiffre, et qui vous permettra de prendre l'ampleur du phénomène, aujourd'hui en matière de streaming, YouTube capte 94% du trafic de stream. Donc le nombre de streams, c'est à 94% YouTube. Et c'est moins de 3% de la rémunération des créateurs. Donc on a un vrai souci d'équilibre économique que la directive, au travers d'un système tendant à mieux responsabiliser les plateformes, tente de remédier. C'est une problématique très forte, parce que qu'est-ce que c'est YouTube en réalité, ou une plateforme? C'est 2 choses.
C'est un cloud, c'est-à-dire un service dans lequel les gens vont déposer des vidéos pour que d'autres personnes les regardent, et une régie publicitaire, puisque à chaque message, vous avez un passage publicitaire. Et YouTube prend automatiquement, que vous soyez petit, grand ou moyen, plus de 50% des revenus. Et autre problématique, c'est que personne ne connaît le chiffre d'affaires de YouTube. Ce n'est pas une société, c'est un service qui appartient à Google, et on travaille dans une totale opacité. Quand bien même on augmenterait nos pourcentages de rémunération, à partir du moment où nous n'avons aucune maîtrise sur la monétisation des flux générés par la plateforme, nous ne pouvons que prendre une portion congrue, si je puis m'exprimer ainsi, des recettes générées par la plateforme. Donc c'est une vraie problématique, et je comprends tout à fait la problématique d'exposition. Elle est prégnante, elle est essentielle, et nous avons besoin d'exposition. La radio aussi est un formidable outil d'exposition, mais la radio, quand votre titre passe sur France Culture, il est bien mieux rémunéré que quand il passe sur YouTube, je vous le garantis. Donc c'est ça aussi. Et pourquoi ? Parce que la radio a une responsabilité primaire et doit négocier en amont des accords avec les titulaires de droit, alors qu'aujourd'hui, l'article 14 de la directive commerce électronique, c'est-à-dire le statut d'hébergeur, ne rend pas a priori responsable ces plateformes des contenus qu'elles diffusent pour autant. Séverine Dussolier. Je voulais revenir sur votre question. Pourquoi est-ce que les auteurs iraient sur ces plateformes ? Une des grandes difficultés et spécificités de YouTube, c'est que ce ne sont pas uniquement les auteurs qui mettent leur contenu sur les plateformes. C'est ce que vous faites, vous, comme artiste. Mais il y a beaucoup de contenus, et la majorité des contenus qui sont sur YouTube sont mis par des gens qui n'ont pas les droits d'auteur sur les contenus. Tous les contenus audiovisuels, la musique, ce sont vous et moi qui peuvent, en tant qu'internautes, aller mettre cela sur YouTube sans aucune autorisation. Et c'est ce qui rend le débat plus compliqué, puisque YouTube n'est pas un éditeur pour cette raison. Deezer, Spotify, ils décident ce qu'ils insèrent dans leur catalogue, ça les rend éditeurs. Alors que YouTube, il a un catalogue très flou qui est constitué par les internautes, par des artistes qui volontairement mettent leur contenu sur YouTube, mais aussi par tout un chacun. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on a à la fois des créateurs qui veulent être exposés et qui alors peut-être acceptent de ne pas être rémunérés contre exposition, mais on a toute une série de contenus qui sont mis à l'insu ou contre la volonté des créateurs. Et donc, il y a cette directive européenne qui arrive sur le droit d'auteur et qui vise à quoi, et notamment dans son article 13, Séverine Dussolier, pour nous expliquer peut-être alors le plus concrètement possible ce qui est envisagé, mais c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est mettre en place des outils qui vont permettre d'avoir une gestion la plus fine possible, la plus pertinente possible des droits d'auteur, c'est ça ? Alors, l'article 13 a eu une longue évolution et est parti d'un texte très flou, très contestable dans ses principes juridiques, je ne vais pas aller dans la technicité juridique, pour aboutir à une version qui, pour le moment, on a deux versions sur la table, celle qui a été négociée et acceptée par le Conseil de l'Union européenne et celle qui a été voté hier par le comité juridique du Parlement européen et qui sera peut-être voté en assemblée plénière début juillet par le Parlement européen. Ensuite, sur ces deux versions, il faudra avoir un accord entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. On n'y est pas. Bon, mais globalement, les deux ça dit versions quoi ? sur la table prévoient en fait deux options. La première option, c'est celle dont on parle le plus, c'est en fait la deuxième, c'est le filtrage. Mais il y a d'abord une première option qui a émergé durant les discussions, qui est de dire que les plateformes, elles font un acte de communication au public. Cet acte de communication au public doit être autorisé par les créateurs et par les titulaires de droits d'auteur, donc notamment par les sociétés de gestion collective. Et donc, ça impose et ça donne un pouvoir, en effet, aux sociétés de gestion collective d'aller négocier avec ces opérateurs en leur disant, mais vous voyez, vous n'avez pas le choix. Vous devez négocier avec nous parce que vous faites est une atteinte à notre droit d'auteur. Si les plateformes ne le font pas, elles doivent mettre en place des outils alors qui peuvent reconnaître les contenus sur indication des titulaires de droit. C'est pour ça que le cas des artistes qui mettent automatiquement leur contenu en ligne ne sera pas vraiment concerné puisqu'ils ne vont jamais indiquer que ce contenu-là doit être filtré. Mais en effet, ça met en place un filtrage extrêmement étendu, préventif, proactif, alors qu'à l'heure actuelle, on n'a que des identifications de contenus illicites qui sont ponctuelles et qui sont réactives. Donc, soit il y a des accords qui sont passés avec les sociétés d'auteurs, soit il n'y en a pas. Et donc, il y a l'obligation de mettre en place ce système de filtrage, qui est un système de filtrage
automatique, c'est-à-dire on délègue en gros à une machine le fait de pouvoir constater s'il y a problème sur les droits d'auteur ou pas. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation, mais David Elsayek... Je voudrais nuancer. C'est pas que je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. L'explication, je la trouve brillante et pertinente. Mais simplement, je rappelle quand même l'objectif de l'article. Le premier objectif, c'est de conclure des licences. C'est ça qui est dit dans le paragraphe premier. Personne ne peut le contester. En cas d'absence de licence... Donc licence, c'est-à-dire ce que disait... Des contrats entre mais là aussi, sociétés il faut des d'auteurs... mesures techniques. Voilà. Mais je vais être très franc avec vous. Quand vous concluez des licences, c'est pareil que quand vous concluez un accord avec Radio France. Il vous faut des outils techniques. Vous êtes excellent. Je vous prends votre exemple, Radio France. Vous nous déclarez à la minute les œuvres que vous diffusez. N'importe quel jingle est identifié. C'est ça qu'on demande à une plateforme comme YouTube. Et aujourd'hui, ces plateformes, au motif qu'elles ne sont pas responsables des contenus qu'elles diffusent, se refusent de nous envoyer la déclaration des programmes. J'utilise un terme un peu à l'ancienne, mais c'est notre problématique parce que moi, je ne peux revendiquer que les œuvres que je gère. Et si demain, en l'absence de programme, je ne suis pas en mesure d'identifier les œuvres que je représente, je vais avoir des grandes difficultés à justifier de ma rémunération. Il n'y a pas que de la musique sur YouTube. Il y a énormément de contenu. Moi, je ne suis là que pour la musique. Et c'est ça que je dois revendiquer. Et j'ai besoin, bien évidemment, pour travailler efficacement et pour identifier toutes les œuvres qui relèvent de mon répertoire, d'une coopération technique avec la plateforme. Et aujourd'hui, les fameux outils de filtrage qu'on évoque existent déjà, ils sont déjà mis en place par ces plateformes. Notre problématique, c'est qu'ils ne sont paramétrés que par la plateforme et dans une totale opacité. Ce qui pose un véritable défi pour les créateurs de pouvoir identifier leurs œuvres. Et moi, ce qui me semble important dans ce texte, c'est que demain, la coopération devra être transparente. Le texte précise que les mesures devront être appropriées, mais aussi proportionnées. Donc, ce n'est pas un filtrage général à l'aveugle. Par ailleurs, il nécessitera, et ça c'est un point essentiel, une coopération précise des titulaires de droits qui devront enrichir les outils et identifier leurs œuvres. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller bloquer les œuvres des autres. Ça, c'est important avant d'aller plus loin. Donc, je voudrais quand même bien qu'on entende justement, du coup, maintenant, les arguments de Léa Chamboncel, qui depuis le début de l'émission a essayé de nous amener sur cet article 13, mais il me semble que c'était quand même très important de cadrer, même si évidemment les minutes avancent. Mais qu'est-ce qui vous pose problème, vous, en tant que créatrice, et à travers donc cette campagne à laquelle vous participez, le mouvement Create Refresh, qui n'est pas seulement un mouvement français, qui est un mouvement international. Qu'est-ce qui vous pose problème dans la mise en place de ces outils de filtrage automatique? Alors, merci beaucoup de nous donner la parole. Je tiens aussi à vous remercier au nom de tous les créateurs que je représente aujourd'hui. Ne perdez pas trop de temps dans les merci, parce que sinon après vous n'aurez pas le temps de développer vos arguments. Je me permets, on n'a pas toujours l'occasion d'être entendu, c'est très important pour nous. Allez-y. Alors, ce qui pose problème, et ce n'est pas forcément qu'à nous, on aura peut-être eu la chance de voir sur Internet passer pas mal de choses. La question qui se pose et qui pose problème à plusieurs personnes, il s'agit notamment de David Kaye, qui est rapporteur spécial des Nations Unies, qui parle du problème que ça peut poser en termes de liberté d'expression. Il s'agit de la mobilisation des internautes. Il y a des associations type Wikimedia, des artistes, les fondateurs d'Internet ont écrit une lettre au Parlement européen pour alerter sur les problèmes de ce filtrage. En fait, on ne comprend pas... C'est quoi les problèmes ? Alors, précisément, les problèmes, justement, c'est le fait que ce soit un filtre automatique en amont de tous les contenus qui seront uploadés sur Internet. C'est-à-dire que la plateforme va choisir de ce que vous pouvez ou non publier, et c'est une réalité, et par ailleurs, votre contenu sera du coup automatiquement filtré. Le problème en termes de liberté de création, c'est que du coup, les contenus vont être effectivement bloqués en amont, tel que j'étais en train de vous le dire. En fait, il y a une véritable... J'ai trouvé cette expression très intéressante dans un article dont j'ai oublié la source, pardonnez-moi. En fait, on renverse l'échafaudage juridique actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pour publier, on se rend compte que c'est protégé, l'ayant droit fait une requête, le contenu est supprimé. C'est-à-dire qu'on a quand même cette chance en tant que créateur qui a peu de moyens, qui a envie de se faire connaître, parce qu'en fait, on a aussi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas forcément toujours le même langage. Enfin, peut-être, moi j'ai grandi avec l'Internet, pour moi c'est un outil exceptionnel, c'est l'outil de démocratisation et d'accès à la culture. C'est-à-dire que si on met un filtre aujourd'hui, les gens n'auront plus cet accès, on ne pourra plus être inspiré aussi facilement, la circulation. C'est-à-dire que le fait que Internet soit un outil aussi fluide, où les idées circulent à une rapidité exceptionnelle, ça va être remis en cause. Et ça, c'est vraiment un risque
important. Mais prenons un exemple peut-être concret de votre travail de création. Alors, je ne sais pas, le podcast. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous faites un podcast dans lequel vous allez utiliser des bouts d'œuvres dont vous n'êtes pas l'auteur? Est-ce que vous craignez qu'en en essayant de le publier sur YouTube, ce système de filtrage vous l'efface, vous l'interdise parce que une partie de la création sera soumise à des... C'est ça votre crainte? Oui, parfaitement. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire un recours, pardonnez-moi de vous interrompre, mais laissez-moi terminer, merci, de faire un recours. Enfin, tout à l'heure, on parlait effectivement d'opacité. Je suis désolée de mettre ça en avant, mais on parlait de transparence. Je ne suis pas sûre qu'en tant que représentant de la SACEM, vous soyez mieux placé de parler de transparence, parce qu'il y a quand même de grosses problématiques quant au reversement en fait, des sommes qui sont... Pas d'attaque ad hominem, s'il vous plaît. Non, naturellement. Je vous laisse dérouler votre argumentaire. Je ne laisserai pas la SACEM se faire insulter par quiconque. Essayons de garder un petit peu de sérénité. En tout cas, alors, les craintes, elles sont exprimées donc à travers cette campagne Create Refresh. Vous nous avez donné des exemples, Léa Chamboncel. Vous vous dites David El-Sayeg, donc secrétaire général de la SACEM, ces craintes ne sont pas justifiées. Ensuite, je reviendrai vers Séverine Dussolier. Elles ne sont pas justifiées pour deux raisons. Si vous êtes un auteur indépendant, vous pouvez publier vos podcasts, vos œuvres sur n'importe quelle plateforme et personne ne viendra empêcher cela. Par ailleurs, la problématique qui peut se poser, c'est quand vous utilisez des œuvres qui appartiennent à autrui. De deux choses l'une. Normalement, vous êtes censé demander l'autorisation, c'est le principe du droit d'auteur et du droit de propriété. Vous avez soit un usage qui nécessite une autorisation, et donc il y a une autorisation à obtenir, et généralement, l'autorisation est obtenue par les accords que vous avez avec les sociétés d'auteurs, et vous avez une disposition dans le texte qui précise que lorsqu'un titulaire de droit donne une licence, les uploaders non professionnels sont couverts par la licence qui a été consentie par la SACEM pour un autre organisme de gestion de droit. Donc on va permettre à des gens qui mettaient à disposition des œuvres protégées de pouvoir le faire en toute légalité et donc de pouvoir s'exprimer et de rémunérer par ailleurs les créateurs. C'est-à-dire, prenons un exemple, David El-Sayeg, là encore. Je suis musicien, je fais de la guitare, je maîtrise particulièrement bien tout le répertoire de Bob Dylan et je veux faire un tuto que je veux poster sur YouTube. Je ne vais pas me tourner vers la société qui gère les droits de Bob Dylan en lui demandant « Est-ce que vous m'autorisez à faire ce tuto ?» C'est nous qui gérons les droits de Bob Dylan en l'occurrence. Mais alors, est-ce que je ne risque pas, moi, de me voir interdit de poster ma vidéo? Mais non, parce qu'on va justement négocier avec YouTube, parce qu'on ne va pas négocier avec des millions d'utilisateurs qui uploadent les fichiers. On va avoir un accord général avec YouTube qui permettra à YouTube de mettre à disposition ces contenus et qui permettra aux internautes qui utilisent la plateforme de YouTube de mettre à disposition ces contenus. Notre objectif, il est d'assurer une rémunération des créateurs. Par ailleurs, un autre point me semble très important. Brièvement, il y a des pour usages qu'on entende aussi qui relèvent des exceptions au droit d'auteur. Oui, tout à fait. Et ces exceptions sont préservées par le texte. Il y a un mécanisme qui n'existe pas aujourd'hui en droit français, il n'existe pas, qui est introduit dans le texte de la directive, qui va permettre, s'il y a des abus, parce qu'il peut avoir des abus, ça peut exister. C'est jamais le cas de la SACEM, nous n'avons fait retirer aucun contenu depuis 10 ans avec YouTube, tous les contenus sont disponibles. Mais allez sur cette plateforme, dites-moi s'il vous manque un contenu aujourd'hui, si un artiste n'est pas sur cette plateforme, parce qu'on nous dépeint un monde orwellien, mais Internet n'est ni un goulag juridique, mais ni une zone de non-droit non plus. Donc aujourd'hui, il y a des accords qui doivent fonctionner. La problématique, vous savez, c'est pas tellement de savoir si les gens peuvent poster des contenus, ils peuvent le faire. C'est de savoir si ces plateformes qui se font beaucoup d'argent sur ces contenus doivent rémunérer justement les créateurs. Alors c'est vrai qu'il y a des zones grises aussi. Moi, je suis pas là pour non plus dire c'est blanc ou c'est noir, c'est le goulag juridique, c'est la zone de non-droit. Il y a des zones de friction, mais il y a justement un principe qui a été adopté dans le texte, c'est qu'il doit avoir une mise en balance des intérêts et des droits fondamentaux. Et il y a plusieurs droits fondamentaux en jeu. David El-Sayeg, donc voilà, qu'on entende bien aussi tous les invités. Séverine Dussolier, je ne vais pas forcément vous demander d'arbitrer le débat qu'on entend entre Léa Chamboncel et David El-Sayeg, mais en tout cas, est-ce qu'il y a
quand même des raisons d'être, si ce n'est inquiet, en tout cas vigilant par rapport à ce qui est en train d'être discuté? Est-ce que des risques existent d'une mauvaise utilisation peut-être de ces outils de filtrage? Ou bien est-ce que la directive, elle prévoit quand même suffisamment de garde-fous pour rassurer certains des créateurs qui pourraient estimer qu'ils vont peut-être être limités dans leur liberté de création? Alors, il y a plusieurs craintes qui, à mon avis, sont quand même assez réelles. La crainte d'un filtrage assez automatique, à mon avis, est importante. Parce que même si c'est vrai que les titulaires de droit sont invités à identifier les œuvres pour lesquelles il faut filtrer, il faut aussi comprendre que ces opérateurs vont essayer d'être prudents et vont filtrer sans doute très très largement. Il peut y avoir des contenus dans lesquels, donc peut-être que en effet vous intégrez dans vos podcasts... Prudent au regard du risque juridique. Exactement. Donc vous intégrez dans vos podcasts de la musique pour lequel vous ne demandez pas l'autorisation parce que vous considérez être dans le cadre d'une exception au droit d'auteur. Vous avez un podcast sur les nouveautés musicales et vous passez quelques secondes des nouvelles sorties. On est dans le cadre, à mon sens, d'une exception. Exceptions qui peuvent être différentes d'ailleurs d'un pays à l'autre. Vous le postez sur YouTube et YouTube doit respecter un peu la loi de partout. Donc c'est clair que la notion de citation en droit français est une des plus restrictives en Europe. Donc YouTube, pour être prudent, va enlever ce contenu, parce qu'on lui a dit telle musique, vous le stoppez. Alors, il est vrai que ce qu'introduit la directive qui n'existe pas à l'heure actuelle, ce sont des mécanismes de recours des internautes dont le contenu a été supprimé, qui peuvent dire attention, là, c'était une parodie, c'était une citation, c'est un contenu sur lequel j'ai eu une autorisation, etc. L'expérience a montré, par exemple, aux États-Unis où de tels recours existent, qu'ils ne sont jamais utilisés ou pratiquement jamais utilisés. Donc aux États-Unis, le système de responsabilité des plateformes est que lorsqu'ils enlèvent un contenu, si l'internaute qui était celui qui avait mis à disposition ce contenu se plaint, on est obligé de remettre le contenu sur la plateforme. Mais en même temps, Or, je vois bien, très limité. Donc je ne pense pas que cette possibilité pour les internautes va vraiment être effective. Mais je vois bien, Séverine Dussolier, quelle peut être l'évaluation du risque pour les plateformes, en se disant on a peut-être intérêt à interpréter le droit de manière assez stricte, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas joué contre eux-mêmes? C'est-à-dire que ce qui fait la richesse de ces plateformes, c'est bien le fait d'avoir un maximum d'internautes qui ne sont pas tous des créateurs, des Bob Dylan, pour reprendre l'exemple des Francis Cabrel, mais aussi des gens comme vous et moi qui allons créer des choses sur ces plateformes. C'est ce qui fait la richesse aussi, par exemple, aujourd'hui de YouTube. Donc, ils n'ont peut-être pas intérêt non plus à appliquer de manière trop stricte. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Ils n'appliquent pas le droit. David El-Sayed. C'est bien la problématique. Les systèmes de reconnaissance technique dont on nous vante l'efficacité et qui sont peu onéreux, contrairement à ce qui a été dit, ne fonctionnent pas. Mais ils ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas efficaces, parce que ceux qui les paramètrent ne souhaitent pas les faire fonctionner. Je tiens quand même aussi à souligner que si ces plateformes passent des accords avec les titulaires de droit, il n'y a pas de filtrage. Moi, si je donne une autorisation à une plateforme, on a le droit de publier les contenus. Par ailleurs, il y a une autre problématique qui se pose, qui n'est pas une problématique économique, qui est celle du droit moral. Il y a des artistes, des créateurs, qui ne souhaitent pas que l'on mélange leurs œuvres à d'autres œuvres. C'est une prérogative extra-patrimoniale. La SACEM n'a rien à dire là-dessus, aucun exploitant n'a rien à dire là-dessus, c'est la simple volonté de l'auteur. On doit aussi laisser la possibilité à des gens qui ne veulent pas que leurs œuvres soient utilisées dans un contexte, par exemple, publicitaire, être associées à une marque ou un produit, le droit de dire non et de ne pas voir sur une plateforme ou chez un diffuseur tel type d'exploitation. Donc je pense que... Ils ont toujours eu le droit, ils continueront à l'avoir. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que c'est l'application du droit qui fait défaut par rapport à une plateforme et par rapport à des usages massifs. Vous êtes d'accord avec ça, justement, Léa Chamboncel, c'est-à-dire aussi considérer que peut-être que parmi les créateurs, parce que la famille des artistes, disons, n'est pas forcément entièrement homogène et unie sur cette question, mais que certains n'aient pas envie non plus que l'on puisse justement utiliser leurs œuvres sans leur autorisation et qu'ils attendent, eux, qu'il y ait ce contrôle peut-être un petit peu plus strict de la part de ces grandes plateformes. C'est possible, effectivement. Je n'ai pas d'exemple concret à l'esprit. En revanche, l'inverse est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont cédé une partie de leurs droits aux sociétés de gestion qui ont aujourd'hui
envie de publier et de diffuser très largement leur œuvre. On a eu des exemples, on a une écrivaine qui nous a rejoint dans la campagne, qui elle voulait diffuser à titre gratuit son livre, un livre féministe au Venezuela. Elle a dû faire des pieds et des mains avec sa maison d'édition pour pouvoir avoir la possibilité, alors que c'est son travail, de pouvoir le diffuser gratuitement. Donc Internet, c'est aussi ça. Ça permet de faire évoluer les mentalités, ça permet de faire évoluer les mœurs dans une société qui est assez fermée, mais qui permet justement d'arriver. C'est le plus beau rempart contre des dictatures, par exemple. Dans des pays tels que le Venezuela, par exemple, qui est quand même très compliqué, grâce à Internet, on arrive quand même à aller plus loin intellectuellement, à aller plus loin en termes de démocratie. Moi, ce que je pense fondamental aujourd'hui, c'est qu'en fait, et c'est assez symptomatique du fonctionnement de notre démocratie aujourd'hui, et c'est fort malheureux. Le texte tel qu'il a été rédigé n'a pas été soumis, à mon sens, suffisamment à l'appréciation des auteurs et des créateurs. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que face aux législateurs, certains ont des accès plus simples que d'autres. Et donc nous, aujourd'hui, et c'est tout l'objectif du mouvement, c'est de réhabiliter la voix des créateurs, de faire en sorte qu'on puisse, nous aussi, enfin que eux, et que j'espère le système qui pourra être revu et peut-être adopté demain, si jamais l'article 13 n'est pas formellement enterré dans le marbre, c'est de faire en sorte que demain, un système, encore une fois, un système du copyright soit réfléchi avec toutes les parties prenantes et que les créateurs, qu'ils soient petits ou grands, puissent être à la table des négociations. Séverine Dussolier, j'ai l'impression, enfin peut-être que vous allez me démentir, mais que là on est face à travers ce débat, qui n'est pas un débat finalement si neuf que ça, hein, mais c'est-à-dire d'un côté, il y a une certaine conception du droit d'auteur qui est importante, hein, en particulier en France, face à une certaine conception de ce que devrait être Internet et qui a une difficulté peut-être à concilier ces deux façons de voir. Oui, je pense qu'on peut revenir à ce qui a été dit au tout début de notre émission, c'est le fait que c'est quand même un acteur un peu particulier, qui n'est pas complètement éditeur. Donc je voulais aussi revenir sur l'autre branche de l'option, c'est-à-dire les accords. Je comprends très bien que les auteurs aient besoin de ce levier pour pouvoir négocier avec Google et avec d'autres opérateurs et obtenir des rémunérations. Toutefois, la difficulté que je vois dans cette option de conclure des accords, c'est qu'on va se retrouver avec des opérateurs qui vont devoir conclure des accords pour tous les pays européens et on risque de se retrouver, comme avec d'autres éditeurs plus classiques, face à une sélection par Google. Donc non seulement il y aura la sélection qui sera opérée par le filtre, mais aussi des sélections en disant voilà, on a réussi à avoir des accords avec tel et tel grand titulaire de droit d'auteur et donc on obtient les autorisations pour ces titulaires-là de droit d'auteur. En même temps, Google n'a pas l'air si opposé que ça non plus finalement à cette directive, parce que, enfin, si, a l'air d'être assez opposé à cette directive, oui. Excuse-moi, je voulais dire exactement à l'inverse, puisque la campagne Create Refresh, j'ai vu, alors c'est ce qu'on peut voir hein, d'ailleurs sur le site, elle est financée par plusieurs organisations, dont la CCIA, qui n'a rien à voir avec la CIA, Computer and Communications Industry Association, dont font partie notamment et Google et Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quoi ? Il y a une forme de double jeu de ces David El-Sayegh ? C'est la technique des cigarettiers. Quand les cigarettiers veulent faire valoir leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font descendre les buralistes dans la rue. Et les buralistes sont certainement dans des situations économiques difficiles. Mais c'est donc exactement la même chose. Fait partie des buralistes, c'est ça ? Exactement. On défend. C'est un peu simple quand même. On défend ses intérêts par le biais d'ONG innocentes qui se prévalent de certaines libertés fondamentales. On ne sommes pas vraiment innocents, on est quand même très conscients de ce qu'on fait. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas brièvement parce qu'il nous reste moins d'une minute, alors que chacun ait le temps de dire. Moi, je crois que le débat, il n'est pas d'opposer liberté d'expression et liberté de création. Il n'y a pas les créaticides d'un côté, les liberticides de l'autre. Il est de trouver un point d'équilibre entre deux normes qui se confrontent dans un domaine évolutif, le numérique, où il y a quand même un partage de la valeur qui doit se faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Léa Chamboncel ? Absolument. Et par ailleurs, c'est très intéressant que vous souleviez cet élément-là, parce que finalement, c'est un peu la problématique qui s'est posée avec l'émergence de l'économie collaborative. C'est-à-dire que le gouvernement ne savait pas, les politiques publiques, comment faire pour venir capter en fait cette valeur qui est créée dans un contexte un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on essayait d'appliquer des règles qui ont été créées pour l'économie, disons, traditionnelle et formelle, à l'économie collaborative. C'est un peu cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie quelque chose. Et on peut le revoir ensemble. C'est notre appel, en fait.
Et ben, ce sera le terme de cette discussion. Merci à tous les trois d'y avoir participé. C'est un sujet vaste. Le débat, je ne dirais pas que le débat ne fait que commencer, mais en tout cas, il va se poursuivre dans l'enceinte du Parlement européen. Voilà, ce sera l'occasion de voir comment évolue notamment cette directive. Merci beaucoup donc à tous les trois. David Elsayeg, je rappelle, secrétaire général de la SACEM, Séverine Dussolier, vous êtes juriste et spécialiste de la question des droits d'auteur, et Léa Chamboncel, vous êtes créatrice. On peut retrouver notamment votre série de podcasts Place du Palais Bourbon. Il suffit d'aller sur les moteurs de recherche pour vous repérer. Merci à toute l'équipe du Grain. Merci à Arnaud Tant qu'il est Laporte. encore disponible.